Mesdames et messieurs, il est 22 h sur Télé Djibouti. Voici les titres. À la une dans l'actualité nationale, les régions célèbrent la journée en grande pompe de la Semaine nationale de la femme. Et flamme olympique plus frêle que jamais pour causer de coronavirus. Bonsoir, il est 22 h. À la une dans l'actualité, toujours dans le cadre de la Semaine nationale de la femme djiboutienne, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé des foires dans les chefs-lieux des 5 régions de l'intérieur. À Tadjoura, la cérémonie du lancement a eu lieu devant les locaux du Conseil régional en présence du ministre de la Défense, Hassan Omar, de l'ambassadeur de Turquie, du préfet de la région, Hassan Dabali, les parlementaires de la région, le président du conseil régional, Omar Hussein, la représentante de l'UNFD, le représentant du ministère du Commerce, ainsi que les nombreux hauts cadres de la région. Rappelons-le, l'initiative rentre dans le cadre de l'autonomisation de la femme et les coopératives artisanales sont les principales exposantes de cette foire. Ces foires constituent pour ces femmes un moyen d'écouler leurs produits. C'est aussi pour la population locale une opportunité de découvrir les différentes formes de types de produits artisanaux, qu'ils soient destinés au marché touristique ou au marché local lorsqu'il s'agit d'objets utilisés au quotidien. J'espère. Cette région est très précieuse pour nous. Je viens souvent de Djibouti être avec vous. C'est un autre plaisir, c'est un autre honneur et plaisir de rencontrer Monsieur le ministre de la Défense aujourd'hui. Et nous sommes très contents. Et je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Je vous souhaite aussi à votre foire beaucoup de succès. Écoutons à présent le ministre de la Défense, M. Hassan Omar. Je voudrais, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, profiter de votre présence et du nouveau représentant des TICA. Vous venez de dire que vous allez avoir des réunions avec le préfet, le conseil régional ainsi que les associations. Moi, je voudrais vous demander, en tant que ministre de cette région et natif de cette région, dans vos projets, n'oubliez pas les femmes des Tadjoura. Parce que ces femmes, c'est eux, en partie, qui hissent, n'est-ce pas, le drapeau de la région de Tadjoura. Partout où vous partez, vous allez voir ce que ces femmes fabriquent au niveau de l'artisanat, ainsi que d'autres activités, également au niveau de la culture. C'est une région de culture et d'artisanat. Donc, c'est une belle occasion. Il y a eu une coïncidence, je pense, de votre présence aujourd'hui ici et avec la foire des femmes de Tadjoura. Donc, je répète encore, monsieur le représentant des TICA, pensez aux femmes de Tadjoura. On reste toujours à Tadjoura où le secrétariat d'État à la charge de la jeunesse et la Fédération djiboutienne de natation, la Ligue régionale de natation de Tadjoura ont organisé la 3e journée régionale du championnat de natation haute en couleur. Cette première journée régionale du championnat a vu la participation de nombreux jeunes athlètes de Tadjoura, notamment une forte participation de l'école de natation de Tadjoura. Cette mobilisation sportive n'a pas échappé aux autorités de la région locale et les représentants nationaux qui se trouvent dans la ville blanche. Ainsi, le ministre de la Défense, M. Hassan Omar, accompagné de plusieurs députés de la région, du président de la région, Omar Hussein, des notables et les hôtes du président de la Ligue régionale de natation de Tadjoura, M. Maki Ahmed Maki. Autre actualité nationale, dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, la gendarmerie et le ministère de la Femme et la Famille ont organisé une formation de maintien de sécurité de résolution 1325 au sein du camp Cher Moussa de la gendarmerie de PK23.
Était présent le colonel adjoint de la gendarmerie, le commandant de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire au PK23, le conseiller du ministère de la Femme et de la Famille, la secrétaire générale de l'UNFD, des responsables de l'UNFD et un responsable du programme management du PNUD, ainsi que des officiers supérieurs de la gendarmerie et de la police nationale. Cet atelier qui va durer pendant 2 jours au sein de la gendarmerie et des différentes participées telles que la police et la gendarmerie ainsi que la garde-côte. Sachez que le programme des Nations Unies pour le développement soutient les différentes institutions gouvernementales et en particulier le ministère de la Femme et de la Famille à toujours promouvoir le leadership de la femme et en l'occurrence dans le cadre des activités de maintien de paix. Juste un mot, j'espère que vous pourrez bénéficier beaucoup de ces ateliers, de l'atelier de ces 2 jours. Et je ne doute pas un instant que j'en ai reconnu quelques-unes dans la salle. Nous sommes de la génération égalité, donc je ne doute pas que nous poursuivrons à nous mobiliser davantage pour le maintien de la paix. Et j'espère que ces ateliers vous permettront d'être mieux outillés pour, lorsque vous serez déployés sur différents terrains d'action, à être à même de pouvoir contribuer au maximum au maintien de la paix. Voici le propos du commandant de l'école internationale à la perfectionnement et à la pratique de la police judiciaire lors de cet atelier. Depuis les premières démarches qui nous ont conduites à la concrétisation de cet atelier de formation, qui débute ce matin, il s'intitule « La femme, paix et sécurité », qui prend ses sources et se réfère à la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies. Jamais une telle résolution n'a autant impacté la scène nationale, la scène régionale et même la scène internationale, et a autant monopolisé le débat international. C'est pourquoi l'école internationale s'est jointe, parce qu'il est du ressort et de la responsabilité de chacun de promouvoir la stabilité, la sécurité et la protection des personnes et des biens dans une mission de maintien de la paix. L'implication et la participation des femmes dans les processus de paix est de nécessité absolue en matière de prévention, de gestion des sorties des crises et la protection des femmes et des filles contre les violences de toute nature lors des conflits armés. Les thématiques qui seront abordées pendant ces 2 journées de formation sont tributaires des fonctions régaliennes que doit disposer a priori un État qui est dans une phase de reconstruction ou de consolidation de la paix. Eh bien, écoutons à présent la parlementaire Ouma Mohamed Hamid. Pour moi, c'est un honneur et un réel plaisir de m'exprimer devant vous, au nom des représentants nationaux, et en particulièrement autant que président du Forum Femmes, Paix et Sécurité. Nous savons que partout où la guerre fait ravage, les femmes, les enfants et les infrastructures civiles sont prises pour cible, prolongeant durablement les populations dans le chaos. De ces faits, il est nécessaire de réfléchir sur la façon dont nous devons protéger nos populations vulnérables et plus particulièrement les femmes et les filles qui sont rarement à l'origine des conflits et qui ont subi des pires conséquences physiques, psychologiques, économiques, sociales ou politiques, et qu'elles sont particulièrement ciblées par les violences et atteintes sexuelles devenues une arme de guerre. À cet égard, l'adoption de la résolution 1325 par le Conseil de sécurité a profondément changé l'image de la femme dans les situations de conflit. C'est ainsi que pour la première fois, une résolution du Conseil de sécurité se concentrait sur une question fondamentale autant que l'arrêt d'hostilité pour traiter les impacts plus insidieux et long terme des violences armées sur les femmes. Constante que l'arrêt d'hostilité ne garantit que nécessairement la fin des actes violents à l'égard des femmes et des filles. La résolution 1325 a exhorté les États membres à assurer la plus grande représentation des femmes à la prise de décision dans les institutions et dans les mécanismes nationaux,
régionaux et internationaux ont vu que la prévention de la gestion et règlement des différentes. On reste toujours dans le cadre de la semaine nationale de la femme djiboutienne, où encore le ministère de la Femme et de la Famille a organisé des foires. La foire à la cérémonie s'est déroulée cette fois-ci à Arta. L'initiative, comme je vous le disais, rentre dans le cadre de l'autonomisation de la femme, et les coopératives artisanales sont les principales exposantes de ces foires. Ces foires constituent pour ces femmes un moyen d'écouler leurs produits. C'est aussi pour la population locale une opportunité de découvrir les différentes formes de types de produits artisanaux, qu'ils soient destinés au marché touristique ou au marché local, lorsqu'il s'agit d'objets utilisés au quotidien. Le secteur de l'artisanat dans le développement socio-économique de notre pays. Je remercie tout le monde, je remercie les efforts que tout le monde a déployés pour que l'organisation de cette foire exposition puisse être une réussite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère, l'objectif général de cette foire, c'est que ces bonnes dames qui ont fait des kilomètres et des kilomètres puissent vendre leurs produits. Belle vente et merci beaucoup. Écoutons à présent le président du conseil régional. L'occasion de la journée mondiale de la femme. Aujourd'hui, nous célébrons la Suisse, la foire d'Arsa, la branche d'Arsa. Toutes les femmes, toutes les Hoyoïnes représentées ici, on les remercie. C'est un grand jour. Je pense que tous mes amis vont les soutenir. Leurs produits sont exposés ici devant nous. On est à vos côtés. Je remercie également le président de la République, son Excellence, Ismaël Omar Guelleh. C'est la semaine de la femme, de la semaine nationale de la femme djiboutienne. Et c'est pour l'engagement aussi que vous avez cessé de mener pour l'autonomisation de la femme. Donc le gouvernement appuie cette autonomisation depuis longtemps. Et nous voyons à travers les produits que vous nous exposez que la femme djiboutienne est autonome, qu'elle produit, qu'elle confectionne des produits. Et nous avons aussi des plats que vous avez confectionnés ici, des plats traditionnels. J'espère qu'on va le goûter ensemble et apprécier ce qui a été fait. Un travail laborieux, très précis, et nous apprécions beaucoup. Nous sommes là pour vous soutenir surtout l'engagement au niveau politique de la femme djiboutienne pour son autonomisation. Donc nous sommes à vos côtés, nous sommes fiers de l'être et nous vous souhaitons à tous bonne fête et bonne fête à toutes les femmes de Djibouti. Dans notre dossier Grand-Oncle consacré aux régions, ce soir, Tadjoura la Blanche est à l'honneur. Tadjoura, qui regorge de toute la potentialité dans tous les domaines, a une grande part d'offrir dans le domaine touristique et artisanal. Il y a les grandes structures d'accueil de Tadjoura-Ville qui permettent au tourisme de découvrir l'arrière-pays où sont implantées des petites structures d'accueil très prisées par des touristes et sur des sites spécifiques. C'est le volet que nous allons aborder ce soir avec un reportage de la rédaction. Littéralement des paysans et le campement touristique de Bolli dans la sous-préfecture de Randa. Ce campement existe depuis peu, mais fait déjà sensation auprès des adeptes de feux de camp et de nuit à la Belle Étoile. Et concernant les retombées économiques de ce campement, elles seront proportionnelles au trafic routier que connaît cette région depuis la mise en service de la route Tadjoura-Balhou, comme nous l'explique ici le propriétaire de ce campement touristique, Dabale Ali. Là où il fait un climat extrêmement bon, j'ai décidé d'ouvrir un petit centre pour rendre utile ma région, pour faire bénéficier de la retombée économique de la route, qui engendre avec lui des activités économiques diverses. Moi, pour le moment, j'ai décidé de trouver un moyen d'héberger à cet endroit l'ensemble des transitaires, pas seulement des transitaires, mais comme le climat est agréable, j'ai l'intention de faire découvrir ce climat, partager avec le reste des Djiboutiens, là où qu'ils soient. Donc, Bolli aussi, c'est un endroit qui est répertorié comme un endroit préhistorique. Il y a plein de sites préhistoriques à faire découvrir aussi bien les touristes djiboutiens. Autre
autre merveille qui fait la renommée de cette région, la plage des Sables Blancs. Cette plage est considérée comme la plus belle du pays. De nombreux Djiboutiens et des touristes viennent y séjourner en famille ou entre amis durant les fêtes et les week-ends. Outre sa plage magnifique et ses eaux cristallines, l'hôtel vacances de la plage des Sables Blancs est composé de 8 suites familiales, de 2 chambres climatisées, d'un restaurant et d'une salle de conférence. L'endroit porte bien son nom. Le sable y est particulièrement fin et clair et descend tout doucement vers les eaux transparentes du golfe de Tadjoura. La région de Tadjoura, c'est, à mon avis, celle qui possède le plus d'atouts touristiques. À commencer par le Daï, Bankwalé, Détilou et tout ce qui est l'arrière-pays et les plages. Vous avez la plage de Sable Blanc aussi. Et ce trafic déjà existant depuis longtemps va aussi augmenter avec l'arrivée du port et l'arrivée des gens, des touristes. Troisième site que nous avons eu l'occasion de visiter durant la préparation de ce document, Bankwalé. Quelques simples cases, tout coule de palmiers et de bois. L'été, les Djiboutiens viennent y respirer un peu de fraîcheur. Et durant la saison fraîche, c'est au tour de quelques touristes ou randonneurs d'y séjourner. Mais avant d'atteindre Bankwalé, halte obligatoire à Ardo, une localité de 300 habitants qui a bâti sa réputation sur l'artisanat. 2 à 3 kilomètres séparent la localité d'Ardo du village de Bankwalé. Les villageois de la région de Bankwalé ont réussi à créer de petits potagers et un magnifique jardin de manguiers, tel une oasis de verdure et de fraîcheur plantée au milieu de la roche. Un miracle dans cet univers où les randonneurs viennent pique-niquer en été quand la chaleur se fait insupportable à Djibouti, quand les manguiers offrent leurs fruits. Ici, on est loin de tout, mais en contact avec la nature et la vie locale. Un site d'exception qui ne laisse pas indifférent. Ici, nous sommes à Bankwalé et comme vous avez pu le voir, loin des bruits lancinants des moteurs. Ici, on n'entend que le vent souffler et les oiseaux chanter. C'est ici également que les touristes, surtout étrangers, viennent se retirer pour pouvoir profiter pleinement de ce paysage unique et exceptionnel qu'offre la région de Tadjoura. Plusieurs structures hôtelières sont mises à la disposition des touristes qui viennent découvrir les paysages exceptionnels qu'offre la région de Tadjoura. L'hôtel Le Golfe bénéficie d'un cadre verdoyant, surprenant quand les alentours sont plutôt arides. On s'y sent donc comme dans une petite oasis en bord de mer. Les parties communes sont très agréables, notamment en extérieur, avec la grande terrasse et la petite plage juste devant. Les 24 chambres en bungalow sont basiques, mais bien équipées. Le Corto Maltese, quant à lui, a été lancé en 2003 et ouvre officiellement ses portes en 2011 avec une vingtaine de chambres et une suite dite VIP. Le bâtiment est continu, les chambres de plein pied, façon motel, sont flanquées par blocs de 2 d'un escalier qui permet d'accéder à une vaste terrasse carrelée s'étalant sur toute la longueur du motel. Pour plus de précisions sur ce lieu inédit, les explications du responsable Moussa Aouli. Corto Maltese, comme ils ont vu l'accueil, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et vous pouvez venir avec les enfants, avec la famille, comme les autres. Donc pourquoi pas. Ça aussi, c'est un type de tourisme qui est très important. Le Corto Maltese tourne maintenant autour du tourisme local. Elle se développe. Voilà, tout ceci, c'est le tourisme local. L'hôtel Corto Maltese, c'est avec un groupe français aussi qu'on a amené, sinon c'est pour justement, je te disais, c'est pour attirer les clientèles européennes. Les BDC, les bandes dessinées, c'est-à-dire que trop lu par les Européens, trop lu, c'est pour attirer en quelque sorte, c'était comme ça. Voilà. Et après, nous, on a fait à notre manière, à notre façon, à notre regard. C'est-à-dire le Corto, c'est un aventurier. Donc, c'est toujours on se lance dans l'aventure. Tout ce qui vient ici, comme les écrivains, et beaucoup de gens, même les Djiboutiens, les grands écrivains djiboutiens, et même les écrivains de l'autre côté des bouts, ils viennent ici, mais ils trouvent, c'est-à-dire l'inspiration. Et nous avons eu également la chance de rencontrer Corinne Harigo, qui revient à Djibouti 43 ans plus tard. Elle a passé toute son enfance ici. Elle est de retour pour mener un projet important qu'elle nous explique. Les parents, ils avaient déjà créé une association d'anciens Djiboutiens. Et on suivait les parents et donc je me suis dit un jour je ferai la même chose que M. et Mme Mirzel, M. et Mme Rusconi. M. Risconi qui a lancé l'idée de l'association touristique sur Djibouti, enfin l'association des anciens de Djibouti en France. Et je me suis dit je ferai la même chose avec les gens de ma génération. Voilà, et depuis 2005, j'ai redémarré
L'idée, c'était Djiboutland et c'est devenu Djiboutmania, la maladie d'amour pour Djibouti. La nostalgie, on l'a jamais quitté vraiment. On a tous été envoûtés par ce pays. Le cœur est toujours resté à Djibouti. Voilà, le cœur est resté à Djibouti, exactement. Voilà. Tadjoura se lance également dans le tourisme haut de gamme avec le jeune homme d'affaires natif de la ville blanche et promoteur immobilier Burhan Mohamed Ali Gadile qui a mis sur pied 2 grands programmes immobiliers que sont le Gadile Palm Beach et le Gadile Resort Hotel. Le premier a été inauguré le 28 février par le chef de l'État. Le second, Gadile Resort Hotel, concerne la construction d'un hôtel de 50 chambres, dont 3 suites, conformément aux critères de la catégorie 3 étoiles du classement international hôtelier. Ce dernier sera doté d'équipements complets et disposera de multiples activités de loisirs et de distribution. Ces projets sont une première à Djibouti et constituent le plus important investissement privé mis en œuvre dans les régions de l'intérieur du pays. Village touristique de premier plan, Randa connaît un développement fulgurant grâce d'abord aux nouvelles axes routiers qui facilitent davantage la circulation des biens et des personnes, mais aussi aux investissements de ses habitants dans la construction des structures d'accueil et agriculture. Il faut dire que Randa reste avant tout le village estival par excellence de la région de Tadjoura, où nombre de Djiboutiens et Tadjouriens se rendent durant la saison chaude. Un reportage de la rédaction. Randa ou Petit Paris, c'est comme ça que les Randaniens aiment l'appeler depuis des décennies. Avec le temps, cette appellation ne s'est pas estampée parce qu'elle manifeste l'affectivité, l'attachement à la racine. Ce village situé à moins de 30 km du chef-lieu, paisible en cette période, quadruple sa population en saison chaude. Loin des grandes canicules, les vacanciers originaires de la bourgade pour la plupart montrent d'autres aspects de la vie en communauté. Ceux du vivre ensemble, de l'accueil légendaire, du partage, de l'ambiance, de la complicité et surtout de la fraternité entre vacanciers venus des différents coins du pays. Aujourd'hui, avec une route goudronnée flambant neuf, Randa change de visage et avec l'approche de l'été se prépare non seulement à accueillir plus des estivants, mais surtout à vivre pleinement le dynamisme impulsé par les corridors routiers. La nouvelle route Tadjoura-Balhou qui passe naturellement par Randa commence déjà à apporter ses premiers changements. La récente voie légèrement déviée contourne une partie du village. Résultat, des nouvelles boutiques ont fait leur apparition le long du nouveau parcours. Pour les habitants, c'est une preuve que la situation commence à montrer des signes d'un meilleur lendemain. Il n'existait pas de boutique de ce côté-ci. On n'en trouvait qu'un peu plus haut. Mais maintenant, rien qu'ici, on compte 5 boutiques le long de la route. Les voitures s'arrêtent pour acheter. On peut faire autre chose en plus de la boutique, comme la restauration. On peut aussi ajouter de nouveaux articles parce que ceux qui passent par là vont acheter. En attendant, Randa restera ce village prisé pour son paysage où, adultes comme enfants, s'épanouissent facilement. Où l'agriculture et notamment les jardins permettent de conserver l'authenticité, la réputation de Randa. Parce que Randa est avant tout ce petit village entouré par des montagnes où en cette période s'installe la verdure et dégage une vue magnifique, une fierté pour les Randaniens qui y vivent ou qui reviennent souvent par affection. Randa qui est mon fief et je suis très fier d'être déjà à Randa et c'est un village touristique. Le climat de Randa est très agréable. Et l'hiver, il y a le brouillard en fait, qui descend dans le village. Maintenant, ces derniers temps, on a eu beaucoup de pluie, le paysage est florissant et donc c'est l'occasion d'en profiter. Randa, elle a une source mythique, qu'on appelle source mythique de Randa, et c'est une source qui est permanente et qui ne tarisse jamais. Donc du coup, il appartient à la jeunesse de promouvoir et de protéger l'environnement de cette source. À côté de la source, il y a un figuier étranglaire qu'on l'appelle, qui est un arbre aussi millénaire et qui fait la beauté du paysage du village de Randa. Nous voulons que le village de Randa rayonne comme il rayonnait dans le temps. Une vue pittoresque, accentuée par ces eaux qui ruissellent non loin de la route. Un spectacle rare pour un pays au climat aride. Parce que l'eau, c'est l'autre nom de Randa. L'île Randa vous souhaite la bienvenue.
Revenons à Djibouti où le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de la Culture et des Biens WARF, le ministère des Affaires sociales, de la solidarité, le ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et celui du Tourisme et le PNUD ont lancé officiellement hier matin les ateliers de sensibilisation en faveur de la jeunesse au CDC de PK12 et de Ouahledaba. Rappelons, c'est dans une atmosphère constructive et positive que les experts se sont rendus dans ce quartier. Interactive pour l'identification des problèmes, la formulation des solutions et leur mise en œuvre. Et ce, pour mieux répondre aux attentes et aux aspirations explicites ou latentes de nos communautés. Étant donné la transversalité du thème jeunesse en particulier, du développement en général, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport s'accompagne aujourd'hui dans cette sensibilisation d'autres représentants des ministères sectoriels concernés face aux défis que nous voulons relever ensemble dans le cadre d'une responsabilité partagée. Il s'agit du ministère de la Santé, du bien de WARF, des Affaires sociales et de l'Environnement, sans oublier les partenariats avec les organismes internationaux tels que le PNUD. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se propose de promouvoir un réveil de nos communautés qui sombrent sur les rives nauséabondes du laxisme et de l'indifférence. Le département de la jeunesse et des sports se veut le fer de lance de l'implication de la société dans le processus de développement avec l'ébauche de la dynamique de gestion participative des communautés. Autre actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité publique, les agents de la police nationale mènent des opérations de grande envergure sur les principales artères de la capitale. En effet, tôt ce matin, sur des opérations de ratissage, des nettoyages ont débuté, notamment dans la cité d'Al-Hiba, la cité du Stade, où les agents de la police nationale ont pu nettoyer les rues, boulevards et avenues de ces cités avec le soutien matériel de l'Office de la voirie de Djibouti. Ces genres d'opérations sont menées un peu partout dans la capitale. Quelques associations de la cité Al-Hiba et de la cité du Stade ont prêté main forte aux agents de la police pour mener à bien ces opérations. Rappelons que la lutte contre l'insalubrité publique est une des priorités de la feuille de route du gouvernement. Autre actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la multiplication de l'occupation illégale du domaine public, les agents municipaux de la ville accompagnés des élus locaux et des conseils des quartiers 1, 2 et 3 ont organisé une sensibilisation de porte à porte aux occupants du domaine public installés à l'avenue 13 et au boulevard de Gaulle. Ces opérations de sensibilisation et de contrôle concernent tous les occupants illicites du domaine public, tels que les commerçants ayant réalisé des extensions illégales, des garages illégaux, les réparateurs, vendeurs de pneus illégaux, des constructions illégales et les vendeurs d'ambulants. Rappelons-le que ces agents municipaux ont distribué des mises en demeure aux commerçants ayant réalisé des extensions sur place publique. Lors de son intervention, le directeur des services techniques de la mairie de Djibouti, M. Osman Abdi, a assuré que ces opérations se dérouleront sur toutes les principales artères de la ville de Djibouti. Autre actualité nationale, le réseau national pour le développement social s'est rendu mardi dernier dans la cité Nassib. Un nombre important des habitants de la cité Nassib et plus particulièrement de ses commerçants se sont rendus en nombre à la cérémonie pour créer leur association des commerçants de la cité Nassib sous la supervision du RNDS qui a son 7e association des commerçants de quartier. Ces projets de création des associations des commerçants dans le quartier a pour préparer le monde du commerce djiboutien à collaborer avec les commerçants. L'unité fait la force. Et ça, c'est vrai pour les commerces également. Il ne faut pas penser d'exclure quelqu'un. Il faut inclure. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous donner des idées, pour vous guider, pour l'avenir, pour avoir plus de facilité, même en Afrique, avec la COMESA. Et j'espère qu'on peut vous aider dans ce sens de rendre votre commerce plus florissant et plus diversité. Santé, direction Ali Sabié, où le ministère de la Santé, en collaboration avec l'ONG Al-Basr International, ont organisé une caravane médicale et chirurgicale dans le domaine d'ophtalmologie dans la région d'Ali Sabié.
Cette caravane médicale spécialisée en ophtalmologie mène actuellement des activités de consultation, de soins et d'opérations de la carte à l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouarsama, chef-lieu de la région d'Ali Sebieh. Il s'agit là d'une mission du ministère de la Santé. De nombreuses personnes, souvent âgées et souffrant d'insuffisance visuelle en provenance de la ville de Aska et de toutes les localités rurales des sous-préfectures de Ali Adé et de Hol-Hol, ont profité de l'offre gratuite en soins médicaux et chirurgicaux. Fait divers cette fois-ci, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les trafics illicites, une équipe de la garde-côte djiboutienne stationnée dans les côtes de l'Oyada ont intercepté dans la soirée du 11 mars dernier une vedette transportant une quantité importante des produits contrebande, dont 446 cartouches de marque cigarette de marque Benson Edge et 50 cartouches de marque Royal Business en provenance de la Somalie. L'individu auteur de ces délits a été arrêté en cours de cette opération et devrait répondre de ses actes devant la justice. La garde-côte poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à anéantir et détruire l'économie du pays. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation et des affaires judiciaires de la garde-côte. Les marchandises contrebandes sont saisies dans l'attente d'une décision de la justice. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Canada, l'épouse du Premier ministre canadien Sophie Grégoire Trudeau, testée positive au Covid-19. Rappelons-le, le coronavirus s'est rapproché-il dangereusement de Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien a décidé jeudi de travailler chez lui par mesure de précaution après que son épouse a été testée positive. Sophie Grégoire Trudeau présentait en effet des symptômes semblables à la grippe de retour d'un voyage à Londres. Selon un communiqué, le Premier ministre ne ressent aucun symptôme lui-même, mais il a tout de même décidé d'annuler une réunion prévue hier et aujourd'hui à Ottawa avec les premiers ministres des provinces et des territoires canadiennes. Les pays présentaient jeudi plus de 150 cas de coronavirus sur son territoire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end à vous.